J'ai laissé sa bague au bar avec une seule demande, la lui remettre quand elle reviendra avec l'autre homme. À la seconde exacte où le barman a dit « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» j'ai su que je l'étais. Je lui ai tendu la bague. Petite, en argent, avec une petite rayure datant du jour où elle l'a fait tomber dans le broyeur de l'évier en essayant de cacher le reçu d'une journée au spa dont je n'étais pas au courant. Elle sera là dans 12 minutes, lui ai-je dit. Avec un type en manteau bleu marine et une mâchoire qu'il doit probablement s'épiler. Kurt, c'était le nom du barman. Il m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que j'avais empoisonné les olives. Il ne comprenait pas. Personne ne comprenait. Mais j'avais répété ce moment pendant 4 mois. Je l'avais planifié comme un braquage. Son bar préféré, la même place près de la fenêtre, le même verre, un gin smash à la framboise, 2 murs, pas de menthe. Je savais même de quelle oreille elle rejetterait ses cheveux en commençant à flirter. Je ne devinais pas. J'avais des preuves. J'avais des données. Vous pensez que j'exagère? J'avais des horodatages, des captures d'écran, des reçus, même un tableur. Je n'ai pas toujours été comme ça. J'étais un homme confiant. Le genre de type qui croyait aux secondes chances, à la soupe maison et à la thérapie de couple. J'ai même rejoint un club de lecture avec elle une fois. Nous avons lu les 5 langages de l'amour. Il s'est avéré que son langage de l'amour était de mentir avec aplomb. Et maintenant, me voilà au Franklin S, le bar à cocktail chic où elle ne m'avait jamais invité. Même si elle jurait n'y être allée qu'une seule fois pour l'enterrement de vie de jeune fille de Jessica. Elle mentait. Elle venait ici tous les jeudis, comme une horloge. Mais ce soir, je suis arrivé le premier. Ce soir, j'ai donné $100 de pourboire au barman et j'ai laissé son alliance sous un sous-verre. Ce soir, j'ai payé d'avance pour son verre préféré et j'ai dit à Kurt de le lui servir avec la bague, seulement quand elle s'assiérait avec lui. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était une présentation. Et quand elle est entrée, portant les talons que je lui avais achetés à Noël dernier, tenant sa main, riant comme si elle n'avait pas réduit en poudre les 7 dernières années de ma vie, je ne suis pas resté. Je suis passé devant eux en sortant, lentement et calmement, faisant semblant de regarder mon téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Pas à ce moment-là. Mais oh, elle le ferait, une fois qu'elle verrait ce qui l'attendait sur ce sous-verre. Et croyez-moi, les retombées ont été bien pires que ce que j'imaginais. Parce que je ne l'ai pas seulement surprise en train de me tromper. J'ai découvert quelque chose de bien plus gros, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu que moi, ni personne d'autre, ne voie. Je ne suis pas rentré tout de suite. Après être sorti du Franklin S, j'ai conduit sans but pendant 20 minutes, le cœur battant dans mes oreilles comme une bouilloire à quelques secondes de siffler. Mes mains tremblaient sur le volant. Pas de rage, pas encore, mais de quelque chose de pire. Cette pulsation vide que l'on ressent quand la réalité rattrape enfin le mensonge que l'on s'est raconté pendant des mois. Le mensonge du « c'est peut-être juste le stress du travail ». Le mensonge du « je réfléchis peut-être trop ». Le mensonge du « elle-même encore ». Je me suis arrêté à une vieille station de lavage et je me suis garé derrière le bâtiment. Je suis resté assis dans le noir, à regarder la pluie glisser sur le pare-brise, et j'ai attendu. J'attendais un appel, un texto, ou une boule de feu, n'importe quoi. Mais son téléphone est resté silencieux. Pas d'appel manqué, pas de cris, pas de fausses excuses, juste le silence, comme si je n'avais jamais existé. Ce silence, il semblait plus fort qu'une gifle. Quand je n'en pouvais plus, j'ai ouvert le compte anonyme que j'avais créé la veille. Celui que j'ai utilisé pour envoyer un DM à Layton. Oui, lui. L'autre homme. Le même type que j'avais vu dans les selfies flous de ma femme dans le miroir quand elle prétendait être à la salle de sport. L'homme avec les mêmes bracelets stupides et ce stupide tatouage de loup sur son poignet. Celui qu'elle avait un jour qualifié de vulgaire sur quiconque de plus de 30 ans. Je ne lui ai rien écrit de menaçant. Je ne cherchais pas à être violent ou conflictuel. J'ai juste posé une question, « Salut, comment va ta copine Harriet ces jours-ci? Elle cache toujours cette alliance quand elle est avec toi. » Il a vu le message en moins d'1 minute. Puis, rien. Pas de réponse. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé ma story Instagram. Celle que j'avais postée exactement 5 minutes plus tôt. C'était un boomerang de l'alliance posé sur ce sous-verre. Son verre à côté. Ce foutu jean smash à la framboise avec les 2 murs et sans menthe. Il l'a vu.
Il savait qu'ils étaient encore là quand je les postais. Je savais ce qui allait se passer. Ce que j'espérais qu'il se passerait. Mais rien n'aurait pu me préparer à la façon dont ça s'est passé. Kurt, le barman, m'a envoyé un message ce soir-là. Je ne m'y attendais pas. Il a dit qu'il m'avait trouvé grâce à une identification sur un vieil avis Yelp. Ouais, je suis ce genre de type qui laisse de longs avis quand il a le cœur brisé. Il a dit, mec, elle s'est figée. Genre, elle n'a pas dit un mot, elle a juste fixé la bague, puis le type, comme si elle ne le reconnaissait plus. Il avait l'air plus confus qu'autre chose. Il lui a demandé, tu es marié? Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste levée et elle est partie. Elle a laissé le verre. Elle a laissé le type en plan. Elle est partie sans dire un mot. Elle a couru. Pas marché. Couru, en talons. On pourrait penser que je me sentirais revanché. Que le plan avait fonctionné, que j'avais gagné. Mais non, ça ne marche pas comme ça pour les types comme moi. Le genre de type qui reste éveillé en se demandant s'ils ont oublié de sortir les poubelles et s'ils ne sont secrètement plus assez bien pour leur femme. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis juste resté assis dans ma voiture, le siège incliné, à écouter le message vocal qu'elle a laissé à 2h39 du matin. Un murmure calme et tremblant. Dal, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, mais ça l'était, et ça allait devenir bien pire. Parce que le lendemain matin, quelqu'un d'autre a frappé à ma porte. Quelqu'un que je ne m'attendais jamais à voir. Et cette personne avait des informations qui ont brisé le peu de confiance qu'il me restait en la réalité. On a frappé à 7h12 du matin. Je n'avais pas dormi une seconde. J'étais toujours dans les mêmes vêtements, toujours affalé sur le canapé comme une épave de moi-même, une seule chaussette, un demi-bagel froid à la main. La maison sentait le café brûlé et le regret. Je pensais que c'était peut-être Harriet qui était rentrée, peut-être pour s'expliquer, peut-être pour crier, peut-être pour pleurer. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais ce n'était pas elle, et certainement pas lui, bordel. Quand j'ai ouvert la porte, une femme se tenait là, la trentaine, manteau bordeaux, cheveux en chignon serré, comme si elle était en retard pour le tribunal. Elle m'a regardé de la même manière que les gens des RH vous regardent quand ils s'apprêtent à vous virer en douceur. « Êtes-vous Dal Marian » a-t-elle demandé. « Ouais, ai-je croassé. »« Qui demande ?» Elle a expiré brusquement, a sorti quelque chose de son sac et me l'a tendu. Un téléphone, déjà déverrouillé. Ouvert sur une galerie de photos. « Je suis la femme de Layton » a-t-elle dit. Puis elle a fait une pause et a ajouté, enfin, ex-femme maintenant, je suppose. Ça dépend de ce que je découvrirai ce matin. J'ai fixé le téléphone. Mes mains sont devenues insensibles. La première photo était Harriet. Ma Harriet, portant mon sweat à capuche, assise sur ce qui n'était clairement pas notre canapé, tenant un verre de vin et souriant comme une adolescente en vacances d'été. La photo suivante, elle en lingerie. Le même sourire. Mais celle qui m'a brisé, c'était elle endormie, blottie contre le torse de Layton comme une pièce de puzzle qui aurait enfin trouvé sa place, sa main posée sur son ventre. Son alliance, disparue. Où avez-vous eu ça, ai-je demandé, la voix craquant comme un vinyle bon marché. Je les ai envoyés par airdrop depuis son iPad avant de partir hier soir, a-t-elle répondu, comme si c'était un mercredi comme les autres. Il s'est effondré, ivre mort, après ton petit coup sur Instagram. Merci pour ça, d'ailleurs. Tu m'as épargné la peine de me poser des questions. Je ne savais pas quoi dire. Je suis resté là, à cligner des yeux devant cette femme qui aurait dû être une étrangère, mais qui, d'une manière ou d'une autre, en savait plus sur mon mariage que moi. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Sadie. Elle était mariée à Layton depuis 3 ans. Et apparemment, je n'étais pas le premier mari avec lequel Harriet avait eu une liaison. C'était déjà arrivé avant, à Denver, de tous les endroits. Et elle venait juste de le découvrir. Sadie ne voulait pas de vengeance. Elle ne voulait pas de drame. Elle voulait des réponses. Elle voulait tourner la page, la seule chose que je pensais avoir à présent, mais dont je me sentais plus éloigné que jamais. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, assis maladroitement à la table de ma cuisine, sirotant tous les deux du café de la veille comme des survivants de guerre. Je lui ai tout raconté. La bague, le bar, le verre, le message vocal. Elle m'a tout raconté. Les textos tard le soir qu'elle avait trouvés.
Le deuxième téléphone qu'il gardait caché dans le garage. Les entrées de calendrier marquées HE, que je réalisais maintenant signifiaient « Ariti ». J'ai ri en entendant ça. J'ai vraiment ri, parce que le monde avait finalement tellement dévié de son axe que le rire était la seule chose qu'il me restait. Puis Sadie a lâché la bombe. Elle ne voit pas seulement Layton, a-t-elle dit d'un ton neutre. Il y a un autre type, un troisième. J'ai vu le nom de Denny apparaître dans ses messages. Même langage, même photo, chronologie différente. J'ai senti mon cœur tomber dans mon estomac. Mon cerveau ne pouvait même pas traiter un tel niveau de trahison. Je pensais être remplacé par un seul homme. Il s'est avéré que j'étais une roue de secours dans un entrepôt rempli de pneus neufs. Mes mains tremblaient alors que j'attrapais mon téléphone. J'ai réécouté le message vocal. La voix de Harriet semblait distante maintenant. Étrangère. Dal, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Mais ça l'était. Et bien plus encore. Sadie est partie peu après, mais pas avant de me tendre une clé USB. Elle a dit qu'elle contenait des captures d'écran, des enregistrements et des données de sauvegarde des appareils de Layton, au cas où j'aurais un jour besoin de preuves. Je ne l'ai pas demandé, mais je l'ai prise. Quand je fus enfin seul, je l'ai branchée, et c'est là que j'ai découvert quelque chose que je n'étais pas censé voir. Un fichier nommé « Marion ». Ce n'était pas un nom que je reconnaissais, mais à l'intérieur de ce dossier se trouvaient 2 billets d'avion, un contrat de location scanné pour un appartement à Austin, au Texas, et un PDF intitulé « Notes de stratégie de divorce ». Des notes qu'elle avait écrites. Sur moi. Sur ce qu'elle dirait au tribunal, sur ce qu'elle garderait, sur la façon dont le dalle passif et brisé ne se défendrait pas. Elle prévoyait de partir. Elle était déjà partie mentalement, et je ne faisais même pas partie de l'adieu. Je n'étais pas seulement trahi. J'ai été mis de côté comme un intérimaire dont le contrat a expiré et qui n'a jamais reçu la note de service. Et je n'allais plus me taire à ce sujet. Il lui a fallu exactement 2 jours pour se montrer. J'étais en train de passer l'aspirateur sur des bretzels écrasés sur le tapis quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Pas de coup à la porte, pas de sonnette. Elle pensait toujours avoir sa place ici. Elle pensait toujours pouvoir se faufiler par la porte d'entrée comme si de rien n'était. Comme si la bague n'avait jamais touché le sous-verre. Comme si elle ne m'avait pas juste utilisé comme échafaudage émotionnel pendant qu'elle grimpait dans la vie de quelqu'un d'autre. Je n'ai même pas arrêté l'aspirateur. J'ai juste laissé la machine continuer de vrombir pendant qu'elle entrait. Le claquement de ses talons sonnait comme un métronome du désastre. Elle était trop bien habillée. Maquillage complet, gloss, trench de créateur. J'ai failli rire. Qui s'habille comme ça pour parler? On aurait dit qu'elle s'apprêtait à donner une conférence TED sur le gaslighting. Dal, dit-elle doucement, comme si j'étais un enfant malade dans un lit d'hôpital. Sa voix n'était que sucre factice et pitié. J'ai éteint l'aspirateur, me suis levé lentement et n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardée. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle avait besoin d'un moment pour se remettre. J'ai vu la bague au Franklin S, a-t-elle dit finalement, la voix s'accrochant comme si elle était coincée entre la panique et la performance. C'était cruel, Dal. Cruel. Ce mot m'a frappé de plein fouet. J'ai fait un pas vers elle, lentement, et j'ai demandé, tu veux parler de cruauté? Ses yeux ont vacillé. Elle calculait, mesurait mon ton, décidant de la partie de son discours à réécrire à la volée. Elle l'avait probablement répété devant le miroir. Elle avait probablement même chronométré les larmes. Et pourtant, elle ne pleurait pas. Pas encore. Son corps était raide. Le menton haut, comme une reine essayant de paraître gracieuse alors que le château brûlait encore. Je ne voulais pas que ça arrive, a-t-elle murmuré. La voilà, l'excuse de film à l'eau de rose. Je voulais crier, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête, j'ai attrapé la clé USB que Sadie m'avait laissée sur la table basse. Je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Tes plus grands succès, ai-je dit. Volume 1. Elle ne l'a pas prise. Elle ne l'a même pas regardée, mais j'ai vu ses pupilles se rétrécir. C'est là que j'ai su. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais trouvé. Je suis passé devant elle, je suis allé dans la cuisine, je me suis versé du jus d'orange comme si c'était un samedi matin ordinaire. Je n'ai pas regardé en arrière.
J'ai juste continué à parler, la voix aussi calme qu'un bébé endormi. Je sais pour les billets d'avion pour Austin, le bail, Marion, le dossier de stratégie de divorce. Tout. Rien. Elle n'a rien dit. Je crois qu'elle a oublié comment parler français pendant une seconde. Je sais même pour Denis, ai-je ajouté, ce qui fait passer Layton pour un simple échauffement. Elle a finalement reculé d'un pas, comme si mes mots l'avaient physiquement frappée. Puis elle a craqué. Oh, allez, Dal. Tu fouines partout comme un psychopathe. Et maintenant tu veux jouer les trahis. Tu n'étais jamais présent. Tu as passé la dernière année déprimée, obsédé par tes stupides routines, trop effrayé pour quitter la maison sauf pour acheter de la soupe en promotion ou de la cire pour voiture. Voilà la vérité. Pas la mienne, mais la sienne. Sa justification. Sa raison d'avoir tout réduit en cendres. Parce que j'étais ennuyeux. Parce que je n'étais pas assez brillant. Parce que j'étais devenu le papier peint de sa nouvelle vie. Et le papier peint ne se plaint pas quand on peint par-dessus. Mais je n'ai pas crié en retour. À quoi bon? Je suis allé vers l'entrée, j'ai ramassé la boîte à chaussures que j'avais cachée derrière le porte-manteau et je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient 4 enveloppes, étiquetées, numérotées, timbrées. J'ai déjà déposé la demande, lui ai-je dit, en lui tendant celle étiquetée, pour Harriet. Tu recevras le dossier officiel par la poste. Ceci n'est qu'une courtoisie. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Et avant que tu ne fasses la maline, ai-je ajouté, j'ai aussi envoyé des copies à ton patron, à ton propriétaire et au bureau de ton avocat. Tu vois, je me suis dit que tu essaierais de déformer les choses. De les tourner à ton avantage. De me faire passer pour le type en colère et instable. C'est pourquoi j'ai tout documenté. Horodatage, témoin, même tes propres mots. Je voulais m'assurer que je n'étais pas fou. C'est laquelle a pleuré. Enfin. Pas pour moi. Pas pour ce qu'elle avait fait. Mais pour le moment où elle a réalisé qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Tu ne vas même pas m'écouter, a-t-elle reniflé, la voix se brisant alors qu'elle s'affaissait dans la chaise la plus proche, comme si elle était la victime dans toute cette histoire. J'ai penché la tête, considérant vraiment la question, puis j'ai dit, non. Parce que je t'ai entendu, haut et fort, quand tu as dit à Layton que tu dormais à côté d'un lâche fini sans avenir. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Ouais, j'ai aussi eu les messages vocaux. Layton en a enregistré un et l'a sauvegardé sur son cloud. Sadie me l'a trouvé. Elle me l'a envoyé avec un smiley. Elle est du genre impitoyable. Harriet n'a pas dit un mot de plus. Elle est juste restée là, tremblante, le mascara commençant à couler sur sa joue, ayant enfin l'air que la tempête intérieure correspondait à la tempête qu'elle avait laissée derrière elle. Mais le truc, c'est qu'elle ne connaissait toujours pas le pire. Parce que quelqu'un d'autre arrivait. Quelqu'un dont je ne lui avais pas parlé. Et ce qu'il apportait avec lui allait faire exploser chaque mensonge qu'elle avait raconté. Le plus drôle avec la trahison, c'est qu'une fois que vous repérez un mensonge, il souille tout. Même les souvenirs que vous pensiez être en sécurité. Il y a une semaine, j'aurais juré que le rire d'Harriet était sincère quand nous regardions de vieux dessins animés ensemble. Maintenant, je l'entends dans ma tête et je me demande si elle se moquait de moi depuis le début. Elle était toujours dans la cuisine ce matin-là, avachie sur la chaise comme quelqu'un qui attend une sentence. Je l'ai laissée mariner là, ne lui offrant que le silence pendant que je rangeais quelques plats. Pas pour faire du drame, j'avais juste besoin d'occuper mes mains. Si je ne le faisais pas, j'avais peur de me mettre à crier ou à sangloter comme un enfant, et aucun de nous ne méritait de voir ça en ce moment. La sonnette a retenti à 8h04 précises. Harriet a sursauté. Moi non. J'attendais ce moment. En ouvrant la porte, je m'attendais à un homme d'âge mûr avec une mallette. À la place, se tenait un jeune homme dégingandé d'une vingtaine d'années, avec un blazer de friperie et une oreillette Bluetooth qu'il n'utilisait pas. Il ressemblait à un détective privé au rabais, le genre qu'on trouve sur une annonce douteuse de Craigslist. Mais ses yeux étaient perçants comme des lasers. Dal Marian, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit, assez fort pour que Harriet entende. Il a hoché la tête. Je m'appelle Jude. On m'a engagé pour suivre quelqu'un. Je pense que vous voudrez voir ça. Il est entré sans y être invité, comme quelqu'un habitué à ce que les gens soient trop stupéfaits pour dire non. Il portait un dossier cabossé,
bourré de photos et de papiers qui semblaient avoir été malmenés par la vérité elle-même. Il les a étalés sur la table basse sans un mot, les disposant comme des cartes dans un tour de magie que l'on ne pouvait pas désapprendre. Et puis il a laissé tomber la photo finale juste au-dessus, une capture d'écran imprimée d'un virement bancaire. 9300 $ d'un compte privé au nom d'Harriet. Destination, Marion Sitin. Je ne savais même pas encore ce que cela signifiait, mais Harriet, elle, le savait. À la seconde où elle l'a vu, elle s'est levée si vite que les pieds de la chaise ont grincé. Son visage est devenu pâle, la mâchoire serrée, chaque nerf de son corps se mettant soudain à hurler. « Tu n'étais pas censé voir ça. »« Où as-tu eu ça ?» a-t-elle lâché en s'avançant. « Détendez-vous, » a dit Jude, imperturbable. « C'est légal. Assez public. Je suis minutieux. Je n'ai pas demandé comment Sadie l'avait trouvé ou pourquoi elle me l'avait envoyé. Tout ce que je savais, c'est que ça n'avait plus rien à voir avec Layton. Ni avec Denny. C'était plus profond. J'ai regardé Harriet droit dans les yeux. « Qui est Marion ?» Elle a hésité, juste une seconde, mais cette seconde a tout changé. C'était l'hésitation de quelqu'un qui essaie de choisir la version la moins dommageable de la vérité, et qui échoue. « Ce n'est pas ce que tu penses », a-t-elle encore murmuré. Même rengaine, même défense de lâche. Mais Jude n'a pas attendu qu'elle brode. Il a sorti une deuxième feuille. Cette fois, une impression d'un fil de discussion. Le nom d'Harriet. Les réponses de Marion. Les messages n'étaient pas romantiques. Ils n'étaient pas aguicheurs. Ils étaient logistiques, froids, calculés. Heure de rendez-vous, code de transfert, un calendrier de dépôt. J'ai pris la page avec des mains tremblantes et j'ai lu quelques lignes à voix haute. Laisse les documents au garde-meuble. Je m'occuperai du notaire. Il ne se doute encore de rien. On déplacera tout après le prochain versement. C'est là que j'ai compris. Elle ne faisait pas que me tromper. Elle ne faisait pas que partir. Elle déplaçait des actifs, des documents, probablement des comptes, probablement mon nom sur des choses que je n'avais pas vues depuis des années. Des polices d'assurance vie, des titres de propriété de véhicules, peut-être même le vieux terrain de mon père à Lincoln. Elle blanchissait sa fuite en temps réel, s'assurant que lorsqu'elle disparaîtrait pour de bon, elle le ferait avec tout ce qui avait de la valeur dans notre vie commune, et je me retrouverais avec un sac vide et un cœur brisé. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Harriet est passée en trombe devant Jude, a attrapé son manteau et s'est tournée vers moi avec un regard que je n'oublierai jamais. Pas de la colère, pas de la culpabilité, mais de la haine. Pas à cause de ce que j'avais fait, mais parce que je ne m'étais pas tu. Tu te crois malin, a-t-elle craché, à faire entrer des étrangers là-dedans, à fouiller dans ma vie privée comme un petit limier pathétique. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Non, ai-je dit. Je crois que je suis enfin réveillé. Elle n'a pas répondu. Elle est juste sortie et a claqué la porte assez fort pour faire trembler les cadres photos. Jude a rassemblé ses affaires, m'a fait un léger signe de tête et a dit « Elle reviendra ». Les gens comme elle reviennent toujours. Quand l'argent manquera ou que le prochain type la laissera tomber. Soyez prêts. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé à nouveau le dossier, et le nom qui continuait de résonner dans mon esprit. Marion Sitin. Qui est-elle? Je ne le savais pas encore, mais j'avais le sentiment qu'elle n'était pas juste une complice. Quelque chose dans ses messages me semblait familier, ce qui m'a conduit à une possibilité terrifiante, une que je n'avais même pas envisagée auparavant. Et si Marion n'était pas une amante? Et si elle était de son sang? Je pensais que la trahison avait une limite. Un point où, une fois franchie, elle ne devenait que du bruit, engourdi, vide, comme le grésillement de fond d'une télé en panne. Mais non, j'avais tort. Il y a toujours une coupure plus profonde, toujours une autre boîte verrouillée dans le grenier des mensonges. Et dans le cas d'Harriet, la boîte suivante portait un nom gravé, Marion Sitin. Après son départ, j'ai fixé ce nom pendant plus d'une heure, écrit à l'encre froide sur des relevés bancaires et des journaux de messages. J'ai relu le nom jusqu'à ce que les lettres n'aient plus de sens. Et puis, quelque chose s'est déclenché dans ma mémoire, une photo de Noël floue d'il y a 6 ans. Harriet et moi ne sortions ensemble que depuis quelques mois. Elle m'avait emmené à une réunion de famille, l'une des deux seules auxquelles elle m'ait jamais permis d'assister. Et je me souviens d'une femme dans un coin, une femme aux yeux froids et à la poigne plus serrée sur l'épaule d'Harriet que je ne trouvais confortable.
J'avais demandé, c'est ta tante ou quelque chose comme ça? Et Harriet avait répondu, ce n'est personne, juste une amie de la famille. Il s'est avéré qu'elle était plus que quelqu'un. J'ai passé l'heure suivante à faire ce que je fais de mieux, sombrer avec un objectif. J'ai cherché dans les registres publics, les dossiers judiciaires, les bases de données de propriété. Jude, le détective, m'avait déjà donné une longueur d'avance avec les pistes bancaires, mais maintenant je jouais au détective avec une soif de vengeance. Et après quelques recherches, je l'ai trouvé. Marian Sitin, 62 ans, adresse enregistrée en Caroline du Sud, juste de l'autre côté de la frontière. Un nom lié à 3 sociétés immobilières. Pas de mari, pas d'enfants enregistrés. Mais un détail intéressant, son nom de jeune fille était Harriet Sitin. Ce n'était pas une étrangère. C'était la mère d'Harriet. Je suis resté assis là, tremblant, fixant l'écran comme s'il venait d'avouer un meurtre. Harriet m'avait dit que ses parents étaient morts. Pas brouillés, pas distants. Morts. Elle m'avait même montré une fausse notice nécrologique une fois, quand j'avais demandé pourquoi il n'y avait pas de photo de sa famille dans notre maison. Elle prétendait que sa mère était décédée d'un cancer de l'ovaire quand elle avait 23 ans et que son père était mort quand elle était au lycée. L'histoire avait des failles, bien sûr, mais les histoires de deuil en ont toujours. Je ne l'ai jamais remise en question. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Sa mère était vivante, en bonne santé, et blanchissait de l'argent avec sa fille sous mon nez. Les dépôts que j'ai trouvés n'étaient pas seulement sa planification d'une vie sans moi. Ils faisaient partie d'un stratagème, d'un transfert soigneusement orchestré d'actifs matrimoniaux vers les sociétés écrans de sa mère. Mes actifs, mes biens, mes économies, l'acte de propriété du terrain que mon père m'avait laissé dans son testament, tout était enveloppé dans le même tissu de mensonges qu'Harriet tissait comme si c'était un projet de bricolage. Et elle l'a fait lentement, comme du poison à petite dose. Petit à petit, au cours des 18 derniers mois. Des paiements automatiques changés. Des comptes accidentellement fermés et rouverts à son nom. Tout cela sous le radar d'un mari confiant et à moitié anesthésié, trop occupé à essayer de réparer un mariage en ruine pour voir les termites dévorer les fondations. Pire encore, j'ai trouvé des emails, des dizaines, entre Harriet et Marion, datant de 3 ans. La plupart étaient financiers, froids, mais quelques-uns étaient profondément personnels, et ce sont ceux-là qui m'ont anéanti. Il est plus faible que je ne le pensais. Prévisible. Trop tendre pour se battre. Une fois que je serai parti, je ne veux aucun lien. Il peut garder les chiens. Il est émotionnellement attaché à eux. Un levier si nécessaire. Ne t'inquiète pas, je ne couche plus avec Denny. Juste Layton maintenant. Plus facile de gérer un seul imbécile à la fois. Ces mots ne m'ont pas seulement blessé. Ils ont annihilé quelque chose en moi que je ne savais même pas encore en vie. Elle n'était pas seulement tombée amoureuse d'un autre. Elle n'avait pas seulement triché. Elle m'avait étudié comme une cible. Elle s'était entraînée à imiter l'affection, à glisser entre les rôles comme une actrice trop investie dans son personnage. Et pendant tout ce temps, sa mère, cette femme que l'on m'avait dit morte, était assise en arrière-plan avec un grand livre et une calculatrice, l'aidant à construire un plan de sortie financé par ma vie. Il y a quelque chose d'uniquement horrifiant à réaliser que tout votre mariage était une escroquerie. Comme si chaque « je t'aime », chaque petit déjeuner de pancakes le dimanche, chaque baiser sur le front n'était que du camouflage. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. J'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Et j'ai donc fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai conduit 2 heures vers le sud, directement à l'adresse liée à la principale société de Marian Sitin. Je n'ai rien apporté. Pas de plan, pas de dossier, pas d'enregistreur, juste moi-même, et une copie du titre de propriété du terrain qu'Harriet avait secrètement mis à son nom 2 mois auparavant. La maison était grande, clôturée, peinte d'un beige suffisant. J'ai sonné, et quand Marion a ouvert la porte, vêtue d'un peignoir en cachemire et sirotant quelque chose dans une flûte à champagne à 11 heures du matin, je ne me suis pas présenté. J'ai juste dit, vous savez qui je suis. Elle n'a pas bronché. N'a pas nié. Elle a simplement soupiré, comme si j'étais une nuisance qu'il avait finalement rattrapée, et a répondu, oui, Dal, je sais exactement qui vous êtes. Et j'espérais que nous n'aurions pas à nous rencontrer de cette manière. Il n'y avait pas de choc, pas de panique, juste de la stratégie. Parce que le pire, c'est qu'elle savait déjà que je savais. Ce qui signifiait que ce n'était pas la fin de la trahison.
Ce n'était que le milieu. Elle m'a invité à entrer comme si nous étions de vieux amis, comme si je passais juste pour rendre un plat à gratin. Je n'ai pas avancé tout de suite. Une partie de moi s'attendait encore à ce qu'elle appelle la police ou me claque la porte au nez. Mais Marion Sitin n'était pas ce genre de femme. Elle était posée, glaciale, contrôlée de la manière que seules les personnes qui ont passé leur vie à manipuler les autres savent l'être. Sa maison était décorée avec goût, pas trop luxueuse, mais clairement chère. Une richesse discrète, du genre qui ne se vante pas parce qu'elle n'en a pas besoin. J'ai traversé le hall lentement, comme si je me déplaçais dans un musée où je n'étais pas censé être. Chaque tableau, chaque bougie, chaque livre soigneusement mis en scène sur la table basse semblait faire partie d'un décor. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans son salon. Elle a joint les mains, les coudes reposant doucement sur ses genoux. Elle m'a regardé comme une directrice d'école décidant d'expulser un élève. Et puis, avec un léger sourire, elle a dit, « Je suppose que vous avez tout vu maintenant. » « Je sais que vous existez, » ai-je dit, en gardant ma voix stable, ce qui est plus que ce que je savais la semaine dernière. Elle a ri à ça. Elle a vraiment ri. Harriet a toujours été dramatique. Elle insistait sur le fait que vous craqueriez sous la pression si jamais vous le découvriez. On dirait qu'elle vous a sous-estimé. Je pense qu'elle s'est surestimée. Marion n'a pas bronché. Elle s'est juste penchée en arrière et a croisé les jambes. Vous êtes en colère. Je le serais aussi. Mais ne confondez pas la colère avec un levier, Dal. Vous n'êtes pas ici pour faire des menaces. Je ne suis pas ici pour négocier non plus. Vous le serez. C'est laquelle s'est levée, s'est dirigée vers un petit meuble et en a sorti une enveloppe Kraft. Elle l'a posée devant moi sur la table, l'a fait glisser comme un joueur de poker qui fait tapis. À l'intérieur se trouve tout ce qu'Harriet était censé vous prendre d'ici la fin de ce mois. Chaque transfert d'actifs, chaque signature falsifiée, chaque document qu'elle n'a pas encore utilisé. Elle allait vous saigner à blanc, Dal, puis disparaître. Pourquoi? Ai-je demandé. Quel est le but? Vous ne me connaissez même pas. Pourquoi me détruire? Elle m'a alors jeté un regard. Pas de pitié, pas de méchanceté, juste une vérité calme et sans remords. Vous n'avez jamais été le but. Vous étiez une infrastructure. Un pont. Un bouche-trou. Harriet a un schéma. Vous n'étiez pas le premier. Vous ne serez pas le dernier. Mais vous étiez le plus sûr. Calme, stable et, plus important encore, documenté. Vous lui avez donné une apparence respectable sur le papier pendant que nous faisions le ménage en coulisses. Mon estomac s'est noué. Vous m'avez utilisé pour déplacer de l'argent et de la légitimité, a-t-elle ajouté. La banque adore les couples mariés. Les pistes écrites aiment la fiabilité. Vous étiez un écran de fumée parfait. Je pouvais à peine l'entendre maintenant, à cause du sang qui me montait aux oreilles. Mes mains étaient si serrées que je n'avais pas remarqué la douleur dans mes paumes jusqu'à ce que je sente mes propres ongles me rentrer dans la peau. Vous pensez que c'est normal, ai-je dit, la voix tremblante. Vous pensez que ce ne sont que des affaires? Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'ennui. Vous pensez avec votre cœur. Je pense en termes de survie. Harriet et moi sommes partis de rien. Vous venez de terre, d'héritage, de stabilité. Les gens comme vous n'apprennent jamais à regarder par-dessus leur épaule. Et quel est votre angle maintenant? Ai-je demandé, en fixant l'enveloppe. De la pitié? Un pot de vin? De la gestion de crise? Un échange, a-t-elle dit. Cette enveloppe contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre fin à tout ça. Avec votre dignité et votre code de crédit intact. Vous pouvez porter plainte, mais ça deviendra compliqué. Votre nom sera traîné dans un scandale financier et Harriet le présentera comme si vous étiez instable. C'est ce qu'elle fait. Ou, elle a fait une pause, m'observant comme un chat observe une souris qui réalise qu'elle est acculée. Vous signez les formulaires de décharge. Pas de poursuite pénale. Pas de procès. Vous gardez le terrain. Vous gardez votre maison. Nous disparaissons. Plus de drame. Plus de gros titres. Plus d'Harriet. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous pensez que je vais la laisser disparaître après tout ça? Les yeux de Marion se sont légèrement plissés. Je pense que vous ne voulez pas perdre plus que ce que vous avez déjà perdu. Cela vous offre une sortie propre, une sortie sympathique.
Elle est déjà la méchante. Vous devenez le survivant. Le silence a duré longtemps. Le seul son était le tic-tac de l'horloge ancienne au-dessus de la cheminée. Constant, impitoyable, comptant chaque seconde de la vie que je pensais avoir. Vous savez, ai-je finalement dit en me levant et en faisant glisser l'enveloppe vers elle sur la table. Pour quelqu'un qui joue sur le long terme, vous avez vraiment mal calculé une chose. Marion a haussé un sourcil. Et qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas survivre à ça. Je veux tout brûler. Chaque mensonge, chaque compte, chaque dollar que vous avez siphonné. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai interrompue. J'ai déjà donné des copies à quelqu'un d'autre. Tout ce que Jude a trouvé. Chaque document qu'Harriet a signé. Si je disparais, si quoi que ce soit se perd, ils rendent tout public. Le package complet. Nom, transaction, visage. Vous voulez disparaître? Très bien, mais pas sans avoir le feu aux trousses. Le visage de Marion a changé pour la première fois. Juste un vacillement, une fissure dans la porcelaine. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas menacé. Elle s'est simplement adossée à sa chaise, a croisé les bras et a souri. Eh bien alors, monsieur Marian, a-t-elle dit doucement. Je suppose que vous avez appris quelque chose, après tout. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné et je suis sorti, laissant l'enveloppe derrière moi. Qu'elle garde ses papiers. J'avais quelque chose de mieux, la vérité. Et contrairement à Harriet, je ne comptais pas fuir. Il me restait une dernière chose à faire, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Parce que la dernière pièce de cette histoire n'était pas la vengeance. C'était la liberté. 3 mois plus tard, je me tenais dans le même bar, le Franklin S., à la même table près du même siège où Harriet avait un jour souri à Layton comme si je n'existais pas. Mais cette fois, je ne me cachais pas dans l'ombre. Je ne la regardais pas entrer avec quelqu'un d'autre. Je ne planifiais pas une grande déclaration ou ne laissais aucune bague derrière moi. Je prenais juste un verre avec des amis, en riant, libre. Vous voyez, quelque chose de drôle s'est produit après que je sois sorti de la maison de Marion ce jour-là. Je ne ressentais plus de haine. Pas le genre qui vous ronge de l'intérieur. J'ai ressenti quelque chose de mieux. De la clarté. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi Harriet avait fait ce qu'elle avait fait ou comment j'aurais pu l'empêcher, que je n'ai jamais pris le temps de poser la meilleure question, qu'est-ce que je peux construire maintenant qu'ils sont partis? Et la réponse, tout ce que je veux. Après avoir quitté Marion, je ne suis pas parti en guerre. Je n'en avais pas besoin. J'ai engagé un expert comptable judiciaire, un vrai requin, et j'ai laissé la piste écrite saigner d'elle-même. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt. La vérité était déjà trop grosse pour être enterrée. Harriet a essayé de se défendre, bien sûr. Elle a essayé de manipuler le récit comme elle l'avait toujours fait. Elle a posté des citations critiques sur les réseaux sociaux, s'est dépeinte comme l'épouse incomprise avec un ex-paranoïaque. Elle a même déposé une injonction temporaire affirmant que je la harcelais par l'intermédiaire de tiers. Mais elle m'a de nouveau sous-estimé, car cette fois, je n'ai pas craqué. Je n'ai pas posté de rage. Je n'ai pas sombré. Je suis resté silencieux, digne. Et la vérité, ça a marché. La documentation a fuité, non pas de moi, mais d'un des greffiers qui s'occupait de l'affaire civile. Capture d'écran, mémo, photos. Tout a atterri sur un podcast local qui couvre les scandales juridiques des petites villes. Le titre de l'épisode, La femme, le barman et le mensonge à $9 300. C'est devenu viral. Pas énorme, pas aux infos nationales, mais assez. Assez pour qu'Harriet doive démissionner de son travail. Assez pour que son réseau financier soit audité. Et assez pour que je cesse d'être une blague dans notre groupe d'amis et que je commence à recevoir des appels de gens dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, me disant, Dal, je suis désolé. Nous ne savions pas, quant à Marion, elle a disparu, comme elle l'avait promis. Je suppose, un autre nom, un autre état, un autre pion. Je m'en fiche. C'est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. Mais moi, j'ai accepté une indemnité de départ de mon ancien travail, j'ai vendu la maison, j'ai donné la moitié des meubles et j'ai brûlé le matelas, symboliquement et littéralement. J'ai pris Murray, oui, mon chien fidèle, qui me regarde toujours de travers avec une sagesse qui dépasse son âge, et nous avons roulé vers l'ouest. J'ai atterri dans le Colorado. Petite ville, air pur.
J'ai loué un petit chalet en lisière d'une forêt de pins et j'ai trouvé un travail de gérant dans une librairie locale. Rien d'extraordinaire, rien de bruyant, mais honnête, réel. Et quelque part entre le rangement des étagères et les promenades demeurées au bord de la rivière au coucher du soleil, j'ai recommencé à sourire. Des sourires non forcés, pas plaqués pour cacher la douleur. De vrais sourires. J'ai même rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Kali. Elle est entrée en demandant un exemplaire du Comte de Monte Cristo et a fini par me recommander un roman policier islandais étrange que je n'aurais jamais choisi moi-même. Elle ne me pose pas de questions sur mon passé, sauf si je le propose. Et quand elle rit, ça sonne comme la maison, pas comme une performance. Elle ne connaît pas l'histoire de la bague sur le bar. Pas encore. Je lui raconterai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pour la paix. Aujourd'hui, c'est pour l'homme que je suis devenu quand j'ai enfin lâché la personne que je pensais devoir être. Alors, si vous lisez ceci, si vous êtes quelque part en train de penser que votre vie est finie parce que quelqu'un vous a ouvert le cœur et l'a vidé, laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas fini. C'est un commencement. Cette bague que j'ai laissée au bar n'était pas la fin de mon mariage. C'était le début de ma vie.